Docteur Macon, on restera déjà sur le même sujet. Appris ou alors pris connaissance des éléments de ce rapport-là. Quelle a été votre première réaction déjà sur ce chiffre? La CONAC qui estime que la corruption est en baisse. Je pense que je comprends bien si le préjudice subi par l'État est en baisse, c'est-à-dire que la corruption est en baisse. J'aurais dû poser la question tout à l'heure aux spécialistes du domaine. Est-ce que la corruption est véritablement en baisse aujourd'hui? Est-ce que les mécanismes mis en place par la CONAC et tous les autres qui travaillent portent véritablement des fruits au point où on en soit à près de 90%? Quelle est votre perception de ce rapport de la CONAC, le 12e en matière? En réalité, Madame Bichaga, quand on a écouté l'honorable, qui est une voix autorisée, en ce que c'est la voix de quelqu'un qui bénéficie du suffrage et qui a en lui une parcelle de la souveraineté, on n'aurait même plus eu à débattre. Parce que, je l'ai rappelé, il parle avec beaucoup de délicatesse. Mais ce qu'il dit en réalité, quand vous êtes attentif, il ne va pas jusque-là. Ce rapport, il est informatif. Il ne sert à rien du tout. D'abord, ce n'est pas un travail sérieux. Depuis des années, nous disons que le rapport de la CONAC ne se base sur rien. Comment ça, sur rien? On a 7 millions. Je dis, madame, au Ghana, c'est près de 40 millions de dénonciations, madame. Vous comprenez? Dans des pays sérieux où on lutte contre la corruption, c'est en termes de millions de dénonciations. Donc, parler de... Même si vous avez 100 000, ça ne vaut absolument rien. Ça ne permet pas d'avoir une visibilité... Je dis absolument rien. Et tout à l'heure, avec beaucoup de tact, Parfait a signalé ce qui se fait après la dénonciation. Comment est-ce qu'on recoupe? Parce qu'il faut éviter la délation. Vous comprenez, madame? L'honorable vous a dit qu'il n'y a pas une loi anticorruption dans ce pays. Il y a effectivement la sanction contre des actes de corruption dans une pluralité d'instruments juridiques. Même dans le cadre du code pénal, on peut trouver des moyens pour sanctionner. Mais dans tous les pays où on a lutté efficacement contre la corruption, il a fallu qu'il y ait premièrement la volonté politique. D'abord, avant le reste. Vous savez, madame, c'est une petite anecdote. J'étais avec des collègues qui travaillent sur les questions de corruption et de gouvernance. On était en mission au Rwanda. Et l'un des participants nous rappelle ce qui s'est passé quelques mois avant. Une délégation congolaise, Congo-Brazzaville, débarque au Rwanda, qui est un pays safe of corruption, où on recense quelques actes de corruption par an. C'est l'un des pays dans lesquels on a systématisé la lutte avec violence et brutalité contre la corruption. Et les résultats sont là. Et donc une délégation de hauts fonctionnaires congolais arrive au Rwanda. On est venu s'informer des bonnes pratiques, parmi lesquelles tout est ministre de la République. Et donc évidemment une grosse délégation comme ça demande l'audience auprès du président de la République. Et le président Kagame est très surpris qu'il y ait une délégation congolaise qui vient s'informer des bonnes pratiques du Rwanda en matière de lutte contre la corruption. Il était très embarrassé. Finalement, de guerre là, il décide de les recevoir. Et il dit au chef de délégation, je vous écoute. Ils disent que vraiment, monsieur le président, le président nous envoie ici en mission pour nous informer de vos stratégies de lutte contre la corruption. Et vraiment, vous êtes un exemple en Afrique et dans le monde. Il finit son baratin et le président lui demande, monsieur le chef de délégation, merci pour tous ces lauriers, pour toutes ces belles paroles. Mon frère Denis, lui, il a dit quoi? Et le monsieur ne sait pas être dépassé. Il lui dit, mon frère Denis lui-même dit quoi? Il ne peut pas répondre. Il ne sait pas ce que... Il dit, mais mon frère Denis dit quoi à propos de la corruption? Il dit, non, vous n'avez pas à venir ici. Si mon frère Denis veut que la corruption s'arrête, ça va s'arrêter. La corruption et la lutte contre la corruption, c'est une volonté politique. ANIF, CONAC, TCS, donc baladez-vous, mangez des biscuits, mangez des arachides, des chocolats, profitez du soleil et rentrez dire à mon frère que le jour où il voudra que la corruption s'arrête au Congo, ça va s'arrêter. Madame, il n'y a pas de volonté politique. Vous savez, je vous citais là les Madame, l'agitation institutionnelle n'a jamais résolu un problème. C'est de l'agitation, madame.
Vous savez, si vous voulez lutter contre la corruption, il faut une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Elle repose, comme toute politique publique, sur 3 éléments. Premièrement, l'existence d'un cadre juridique. Vous avez donc une loi anticorruption, une loi contre l'enrichissement illicite, parce que le Cameroun est un pays dans lequel, même sans corruption, on peut invoquer la ça tombe du ciel et on est riche. Vous savez que dans un pays normal, on n'est pas riche sans cause. Mais au Cameroun, il n'y a rien qui interdit d'invoquer de l'argent et de devenir riche. Donc il faut automatiquement associer à la loi anticorruption une loi qui condamne l'enrichissement illicite et l'enrichissement sans cause. Ce n'est pas la même chose. Troisièmement, il faut un code de bonne conduite dans la gestion des affaires publiques. On a une loi là sur la gouvernance et la transparence, c'est un bon début. Mais elle n'a pas d'efficacité si au-dessus, en termes de hiérarchie des normes, vous n'avez pas une loi anticorruption et une loi contre l'enrichissement illicite et l'enrichissement sans cause. Deuxièmement, une cohérence institutionnelle. L'aîné est revenu abondamment dessus. Vous avez la CONAC qui s'agite à gauche. Vous avez la NIF qui se dit dans une broussaille là-bas. Et vous avez quelques institutions éparpillées avec un fonctionnement tout à fait alambiqué, une organisation ursute et des gens qui ne savent pas trop bien ce qu'ils sont passés, ce qu'ils font là-bas. Vous devez avoir automatiquement un renversement de la charge de la preuve, madame. C'est systématique. Très bien. Parce que, madame, ce que je dis est très important. On reviendra tout à l'heure. En matière de corruption, la charge de la preuve incombe à l'accusé. Madame, si vous dites que, bon, quand on te suspecte de corruption, là, tu dois prouver que tu n'es pas un corrompu. Madame, vous allez voir comment les choses vont changer. Enfin, madame, il faut mettre en place un dispositif d'alerte et de protection des lanceurs d'alerte. Si vous voulez lutter contre la corruption, madame, vous devez protéger ceux qui alertent. Moi, je vois mon voisin qui, en l'espace de 2 mois, construit un building, les gens travaillent de jour et de nuit. Le gars est d'abord musclé. Si je parle dénoncer, là, il apprend que c'est moi. Qui me protège? Est-ce que la CEPI dénoncée de la madame, il va me battre. Et personne ne va me sauver. On va aller, Ce que je vous dis, madame, c'est amusant, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, il n'y a pas de volonté politique, c'est de l'agitation institutionnelle et ça ne va rien faire. En réalité, quand vous prenez le rapport de la CONAC, c'est très utile pour les femmes qui vendent les beignets. Et ça n'a aucune autre fonction à part emballer les beignets pour les mamans qui sont dans les quartiers. C'est le même sentiment que vous avez, un tableau très noir que vient de dresser quand même le docteur Macon, parlant de ce rapport. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que ce rapport, il ne sert à rien du tout, il ne permet pas d'avoir une perception de ce qui se passe sur le terrain, pas à travers ce rapport avoir quand même une idée, un indice, un indicateur, je dirais, de l'état de la corruption au Cameroun?